À l'ordre, s'il vous plaît, nous allons débuter nos travaux. Donc, ayant constaté le quorum, je déclare la séance de la Commission des relations avec les citoyens ouverte et je demande à toutes les personnes, comme d'habitude, dans la salle de bien vouloir éteindre la sonnerie de leur téléphone cellulaire. La Commission est réunie afin de tenir une consultation générale et des auditions publiques sur le document intitulé « La planification de l'immigration au Québec pour la période 2012-2015 ». Madame la secrétaire, y a-t-il des remplacements? Oui, Monsieur le Président. Alors, Monsieur Coteau-Bourget remplace Madame Poirier, Hochelaga Maisonneuve. Monsieur Blanchet Drummond remplacera Monsieur Cousineau-Bertrand. Et Madame Roti-Roti, Jeanne-Mance-Vigée, remplace Monsieur Lehouillier-Lévy. Merci. Je vous souhaite donc une bonne avant-midi de travail. Nous allons donc débuter ce matin avec la présentation de Monsieur Michel Pagé. Bienvenue, Monsieur Pagé. Ça fait plaisir de vous recevoir à la Commission. Vous avez une période d'environ 15 minutes pour faire votre présentation. Par la suite, il y aura un échange avec les parlementaires sur votre présentation et sur le sujet. Donc, la parole est à vous. Allez-y, M. Pagé. Je vous remercie. Donc, Monsieur le Président, Madame la Ministre, Mesdames et Messieurs les députés, je vous remercie de me recevoir ce matin. Mon intervention est particulière en ce sens que je la fais graviter autour du thème de l'intégration positive. Alors, il m'est apparu utile d'orienter cette contribution-là autour de ce thème de l'intégration positive, parce qu'une fois que déjà les choses sont clarifiées autour de ce thème, il devient plus facile de parler de niveau, de composition, ou aussi d'action positive que pourrait faire le MIC. De l'intégration, je dirais peu de choses, hormis que l'intégration est une source de cohésion et de coopération sociale, qu'elle constitue une condition préalable à l'existence d'une société stable et viable. Voilà ce qui fait déjà de l'intégration un objectif de société et de bonne gouvernance. Maintenant, on comprend dans ces quelques mots que l'action politique, sous ses différentes formes, peut porter sur l'intégration ou la désintégration des forces cohésives d'une société. Maintenant, je vais vous faire porter la présentation sur deux volets, soit l'intégration linguistique et l'argumentaire économique qui justifierait les niveaux d'immigration. Donc, je porte à votre attention que les justifications d'une planification de niveau d'immigration élevé s'appuient sur un argumentaire fragile lorsqu'on fait référence aux vertus sans sens critique ni nuance d'une immigration à haut volume. Contrairement aux idées reçues, l'immigration au niveau actuel, dans une conjoncture économique incertaine, n'est pas requise, ce pour deux raisons fondamentales. Il y a déjà un problème d'intégration linguistique et économique dans la grande région de Montréal, et Montréal s'anglicise de façon effarante depuis 2003-2004, et particulièrement depuis 2007. En deuxième lieu, la situation économique difficile. En situation économique difficile, l'immigration à des niveaux trop élevés et dont la composition correspondrait trop peu aux objectifs d'intégration sociale et économique et aux besoins régionaux réels en main-d'œuvre ferait en sorte que le seuil des bénéfices économiques marginaux serait négatif et générerait une charge budgétaire excédentaire qui pourrait être insoutenable s'il fallait que la récession perdure ou que la récession en W, que certains annoncent, la déflation, se produisent aux États-Unis dans la zone euro. Par ailleurs, des études démontrent bien que l'immigration ne contribue pas à rajeunir la population d'une manière significative et qu'elle ne contribue pas à contrer un déficit démographique, puisqu'il n'y a pas de déficit démographique au terme même des simulations, des dernières simulations de Statistique Québec et de Statistique Canada. L'immigration, certes, augmente la population, mais n'a aucunement les vertus qu'on lui prête au terme du vieillissement et au terme du déficit démographique. Sur la question de l'intégration linguistique et culturelle, je serai bref. Au Québec, les institutions et la société civile valorisent les principes démocratiques, l'égalité des hommes et des femmes, la langue commune, le français. Nos traditions et notre histoire témoignent de la contribution de la religion chrétienne. On ne doit pas confondre religion ici avec culture. Ce sont deux notions très différentes.
Et que cela plaise ou non, ce sont des données essentielles de notre ère identitaire, dont il faut informer les nouveaux arrivants. La hausse sans soutien démocratique profond de l'immigration à des niveaux de plus en plus élevés depuis 2004 relève d'une erreur fondamentale, car les hausses importantes du niveau de l'immigration auront engendré une diminution de la proportion des immigrants francophones véritables, c'est-à-dire ayant une connaissance unique du français. Ainsi, pour les périodes de hausse marquée des volumes d'immigration, soit entre 1990 et 1994, puis plus récemment 2003 à 2009-2010, ces périodes coïncident à des baisses de la proportion des immigrants ayant une connaissance unique de la langue française. Et ça, on ne le dit pas suffisamment. La hausse des niveaux d'immigration se fait aux dépens de la proportion des immigrants ayant une connaissance unique du français, laquelle diminue alors entre 21 et 23 %. Ce sont les données de différents ministères, dont Statistique Québec et du MIC. Observons que la situation démolinguistique du français s'est dégradée suite à chacune de ces vagues d'immigration et vraisemblablement depuis 2007. Quel serait le juste niveau d'immigration? Je vous rappelle que les États-Unis, qui présentent pourtant des signes de troubles sociaux liés à l'intégration, se contentent d'un rapport d'immigration de moins de 1 sur 300, c'est-à-dire un immigrant par 300 habitants, ce qui, ramené au niveau canadien, signifierait un seuil maximal de 110 000 immigrants par année pour tout le Canada et que 28 000 immigrants pour tout le Québec. Je m'excuse. Ainsi, les intentions du gouvernement fédéral, et par le fait même du gouvernement québécois, de hausser à des niveaux records l'immigration depuis quelques années, ne répondraient en rien à des besoins rationaux et objectifs, mais contribueraient rapidement à marginaliser les populations francophones hors Québec et à miner la vitalité du français dans le Grand Montréal. Globalement, l'immigration devrait être ramenée à des niveaux plus bas. Sa composition devrait être francophone ou, à défaut, francotrope et francophile, tout en répondant aux autres critères de qualité économique et de qualité des dossiers. Une responsabilité de recrutement, ce qui ne se fait pas, ou pas suffisamment, de sélection et d'intégration de tous les immigrants n'aurait pas été pleinement assumée. Mais, malheureusement, cette action politique a joué en défaveur des intérêts linguistiques et trop peu en faveur des intérêts économiques du Québec. Donc, je vais porter le reste de mon intervention sur l'argumentaire économique. Certains éléments seront iconoclastes, vont à l'encontre de ce qu'on entend habituellement de certains des éditorialistes. Mais enfin, donc je pourrais répondre aux questions après. Des analyses antérieures mettaient déjà en doute la justesse de la stratégie migratoire sur le plan de la main-d'œuvre et du marché de l'emploi. La reprise économique, depuis 2009-2010, tarde à se concrétiser nettement et la reprise du marché de l'emploi est décalée d'autant, tout particulièrement aux États-Unis. Il n'y aurait pas de pénurie de main-d'œuvre, au dire même de la Fédération des chambres de commerce du Québec, dans une déclaration, dans une étude qu'ils ont rendue publique en novembre 2010. À vrai dire, le plan d'immigration aurait dû être adapté dès 2009 et un gouvernement responsable aurait alors abaissé les volumes d'immigration générale pour 2009, 2010 et 2011. Il faut comprendre, et c'est vrai depuis un bon bout de temps, que les pénuries de main-d'œuvre sont sectorielles et régionales, et non pas globales, et évoluent au fur et à mesure de la conjoncture économique. 3 points généraux relatifs à l'économie et à l'argumentaire économique. L'immigration ne constitue pas la solution de choix à la pénurie de main-d'œuvre en général, mais une parmi d'autres. Certes, des demandes spécifiques de compétences spécialisées requièrent un recrutement à l'étranger, mais en général, des moyens plus efficaces et plus respectueux de la population québécoise et autochtone consisteraient à contrer le taux de décrochage chez les jeunes,
tant au niveau secondaire qu'au niveau professionnel, à recycler une partie des assistés sociaux encore jeunes vers des emplois techniques ou des métiers en demande, à inciter des jeunes retraités à reprendre le chemin du travail, et d'autres solutions qui ont été élaborées par différents organismes. En relation aux besoins régionaux, la formation professionnelle dans les cégeps régionaux pourrait, semble-t-il, correspondre encore plus adéquatement aux besoins des milieux de travail spécifiques. Deuxième point, l'efficacité de l'immigration pour contrer certaines pénuries de main-d'œuvre et un vieillissement de la population dépend plus de la composition de cette immigration que d'une augmentation des volumes. À cet effet, je souligne que l'âge médian des dernières cohortes d'immigration est sensiblement le même que l'âge médian de la population en général. Donc, c'est impossible au niveau statistique qu'il y ait rajeunissement de la population par l'immigration s'il n'y a pas une sélection. Est-ce que tout le monde conviendra que la sélection n'est pas une notion dans ce sens-là qui sera retenue? Le rapport du vérificateur général du Québec, en juin 2010, précise bien que la sélection des immigrants est lacunaire, que les dossiers seraient mal évalués et souvent peu en correspondance avec les besoins de formation et de main-d'œuvre qualifiée, et donc ineptes en général à répondre à des impératifs d'intégration sociale et économique. Troisième point général sur l'immigration, sur l'argumentaire économique lié à l'immigration. L'immigration, certes, contribue à augmenter la demande de services et de biens de base, nourriture, logement, etc., mais plus marginalement que la population en général. Cette demande accrue de biens et de services de base et de consommation courante ajoute un peu d'activité économique marginale, donc au PIB, indicateur de richesse par agrégation, mais n'accroît absolument pas le PIB par habitant, indicateur de richesse et de niveau de vie. De surcroît, et c'est le dernier point, un questionnement sur l'éthique de la redistribution à des néo-citoyens qui n'ont pas encore contribué à l'essor d'un patrimoine économique collectif émerge de la façon dont l'intégration est faite actuellement. Il est utile de souligner que lors de l'importante récession de 81-82, le gouvernement canadien avait ramené le niveau d'immigration pendant 4 ans en dessous des 100 000 immigrants par année. C'est une récession dont certains éléments, pas tous, certains éléments ressemblent à la récession actuelle. Donc, le gouvernement canadien avait rabaissé très largement en dessous de 100 000 immigrants par année, l'immigration. Et le gouvernement québécois à moins de 20 000. Soit aussi longtemps que le marché de l'emploi n'eut pas rattrapé le recul des années de récession. La même sagesse devrait maintenant prévaloir. Malgré la bonne performance relative du Canada pendant et après la récession de 2008-2009, les effets sur l'emploi auront été profonds. Des effets perdurent et le niveau d'emploi est encore inférieur à ce qu'il était avant la crise. Après une période de reprise, des données économiques, selon les données économiques de juin et de mai 2011, lesquelles traduisent un ralentissement d'autant plus significatif que le consommateur est beaucoup plus endetté qu'avant la récession et que les économies européennes et les États-Unis sont aux prises à des niveaux d'endettement insoutenables. L'inflation pointe, ou à défaut, la déflation. 2 paramètres qui pourront freiner la demande en main-d'œuvre. Bref, la prudence indique encore que les niveaux d'immigration canadiens auraient dû être réduits depuis 2008-2009 et être ramenés à des niveaux beaucoup plus bas, comme nous l'enseigne la prudence du gouvernement fédéral durant la récession 81-82. Par ailleurs, l'étude, il y a différents rapports à ce sujet-là, donc l'étude des niveaux d'assistance sociale de 2006 à 2011, tant au niveau canadien que québécois ou ontarien, révèle que des hausses du nombre d'assistés sociaux et de chômeurs immigrants ont accompagné les hausses du nombre d'immigrants depuis 2007, ce qui contredit les objectifs théoriques des politiques d'immigration à porte ouverte. En définitive,
En définitive, dis-je, l'impact de l'immigration sur l'économie serait mitigé et varierait largement en fonction des caractéristiques des immigrants, de leur composition, de leur qualification et des besoins conjoncturels de l'économie. L'impact de l'immigration sur les finances publiques semble plus nettement négatif, surtout en période de récession. La conjoncture économique incertaine fournit l'opportunité de revoir des objectifs et d'organisation du MIC, de manière à ne plus à la fois risquer de grever les finances publiques et en même temps de fragiliser la situation de la vitalité de la langue française à Montréal et dans le Grand Montréal. Tout indique alors que les seuls quotas, ou la notion de quota, c'est-à-dire un volume élevé à atteindre en dépit d'indications contraires. À conclure, M. Pagé, s'il vous plaît, il reste environ 30 secondes. En tout état de cause, une planification triennale ne doit pas être rigide. Elle devrait permettre d'abaisser le nombre d'immigrants reçus en fonction d'une conjoncture économique ou sociale défavorable et ne jamais compromettre la qualité des candidatures retenues. Dans tous les cas, le gouvernement au cœur de la nation canadienne-française doit faire preuve d'une bonne gouvernance en matière d'immigration. La cohérence de la planification de l'immigration, sa composition, son niveau, sa qualité sera évaluée de pair avec des impératifs d'intégration positive. Voilà essentiellement, Monsieur le Président. Je vous remercie. Merci, M. Pagé. Nous allons donc procéder aux échanges avec les parlementaires. Nous allons débuter avec le groupe formant le gouvernement. Donc, Madame la ministre, la parole est à vous. Merci beaucoup, M. Pagé. Merci de vous présenter ici avec un mémoire très réfléchi, très intéressant. Évidemment, il y a des orientations qu'on a. Je vais vous poser des questions. Je comprends là où il y a comment dire, un écart de pensée entre ce qu'on propose, mais il y a quand même aussi des points communs, des points de convergence. Alors, je vais peut-être commencer avec les points de convergence sur la question de la langue. Je vous dirais que lors de ces audiences, ces consultations, la langue émerge comme un thème prépondérant. L'importance de préserver une société francophone. Et alors nous, donc, dans les orientations, il y a l'orientation 2 et 3 qui touchent la langue. Maintenir majoritaire la proportion de personnes connaissant le français dans l'ensemble des admissions. J'aimerais souligner que depuis 20 ans, il y a une nette progression à ce niveau-là. Il y a 20 ans, c'était à peu près 38% qui disaient connaître le français. Et là, on est au-dessus, on est à peu près entre 65 et 60, à peu près, ouais, 65%. Donc, on a vraiment fait du progrès à ce niveau-là. Évidemment, il y a des bassins francophones qui nourrissent notre immigration, qui nous permet... Il y a le Maroc, l'Algérie, la France, qui sont vraiment dans les 4 pays sources d'immigration pour le Québec. Donc, j'imagine, je voulais juste savoir si vous êtes d'accord avec cette orientation de maintenir majoritairement. Maintenant, ça ne peut pas être 100%. Je pense qu'il faut toujours souligner aux gens que le Québec est en compétition pour l'immigration. C'est pas comme si le Québec, les gens choisissent naturellement le Québec pour venir ici. Il faut vraiment qu'on se vende et qu'on attire, qu'on fasse la promotion, de la prospection. Je le dis souvent ici, on est en compétition avec d'autres provinces du Canada, on est en compétition avec l'Australie. Je comprends que vous avez une vision de baisser les niveaux d'immigration, mais on viendra à cette question plus tard. Mais est-ce que vous êtes d'accord généralement sur cette question de garder majoritaire le nombre de personnes qui sont francophones ou qui parlent français? Et je pense qu'il faut regarder les deux orientations ensemble. C'est une nouvelle orientation. On veut vraiment aussi s'assurer d'un niveau de français qui permette à ces personnes d'intégrer le marché de l'emploi et de réellement être capable d'échanger en français, de communiquer en français. M. Pagé? Oui. Madame la ministre, avec des commentaires et des orientations si gentiment adressés, je ne peux qu'être en accord, mais à la fois être en désaccord avec les détails. Or, c'est dans les détails que se trouve le diable.
Dans un premier temps, il y a une notion qui me blesse beaucoup et en blesse plusieurs, c'est cette notion de connaissance de la langue. Il y a 1 an et demi, je vérifiais sur le site, je n'ai pas refait l'exercice depuis, sur le site de votre ministère, ce qu'on entendait par connaissance de la langue. Les questions et les réponses étaient données. À ce rythme-là, moi, je parle toutes les langues du monde. Donc, de l'orientation par une évaluation objective. L'orientation objective, je l'ai lu dans les journaux, c'est un pas en avant. Maintenant, ce que je dois souligner, ce n'est pas nécessairement la notion qu'il faut retenir. La notion qu'il faut retenir, c'est non pas celle de connaissance générale. Parce que je me mets dans la peau d'un immigrant et je ferai la même chose. J'ai énormément, malgré ma prise de position pour une décroissance, j'ai un profond respect pour les immigrants. J'ai voyagé à l'étranger et donc j'ai une position plutôt humaniste. J'aimerais pas qu'il y ait confusion sur mes intentions et sur mes propres perceptions humaines. Toutefois, au niveau de la langue, plus qu'une connaissance, il faut une connaissance unique. Et c'est pour ça, tantôt, quand je donnais quelques chiffres, à chaque fois qu'il y a eu une hausse des niveaux d'immigration, il y a eu une baisse des immigrants ayant une connaissance unique, donc profonde, du français. Donc, s'il faut rechercher, ce qu'il faut retenir, c'est la notion de connaissance unique, surtout dans un contexte nord-américain. Le transfert linguistique est tellement facile et se fait. À partir du moment où quelqu'un a une connaissance du français, mais aussi une connaissance en anglais et aussi une connaissance d'une autre langue vernaculaire. Moi, si j'allais à l'étranger, et puis je tombais dans la situation qu'on a actuellement, j'opterais pour l'anglais. Carrément. Juste pour clarification, en 2003, oui, merci, Monsieur le Président, c'est 21,8 qui avaient connaissance seulement du français, et en 2010, c'est 26,6 Il y a une légère progression à ce niveau-là. Mais je pense que ce que je retiens, évidemment, et vous n'êtes pas le seul à le dire, et il y a des employeurs qui le disent, c'est aussi d'avoir une connaissance adaptée à l'emploi qu'ils vont, et la profession ou le métier qu'ils vont occuper. Et souvent, ça nécessite donc une connaissance plus d'un lexique parfois technique, mais approprié pour la formation que ces personnes ont. Effectivement, j'abonde dans votre sens. J'ajouterais que déjà, c'est une amélioration que les tests linguistiques administrés dans les pays d'origine et à la suite duquel les immigrants qui n'auraient pas une connaissance pourraient être invités à suivre des cours dans leur pays d'origine de français. Donc, c'est une notion un peu différente de celle que j'ai lue. Par contre, le bassin de recrutement. Là, j'ai fait une suggestion il y a plus d'un an et demi, 2 ans, à votre prédécessrice. C'est qu'il y a une notion fortement différente, là. C'est que l'espace francophone, dans un sens large, comprend aussi des pays comme l'Italie et l'Espagne. Vous savez, le plus grand lycée français hors France se trouve à Madrid. Il y a 5000 étudiants. En Espagne, par exemple, il y a plus que 2 millions de francophiles ou de locuteurs francophones. Or, il n'y a aucun recrutement fait auprès des... Et actuellement, dans la conjoncture actuelle, difficile en Europe, il y a une foule de jeunes espagnols, francophiles, francophones, ou qui seraient heureux d'apprendre, parce que c'est une langue cousine du français, d'apprendre le français. Donc, la suggestion que je vous fais, c'est que dans les pays de langue romane, l'Italie, le Portugal, l'Espagne, je pense surtout à l'Espagne parce que les chiffres sont éloquents à ce niveau-là, il y a lieu d'établir une délégation pour faire un recrutement actif des francophiles locuteurs francophones dans ces pays-là. Ce qui ne se fait pas. Et la structure avec le ministère des Relations internationales ne semble pas se rejoindre. Oui. Merci. Madame la ministre. Oui, Monsieur le Président. Il y a le bureau du Québec à Barcelone, justement, et c'est en effet, d'ailleurs, un bassin qui est très intéressant pour le Québec, et d'ailleurs à cause de la situation en Europe. Je vais vous amener sur une question, la question d'une orientation qui parle de bassin de provenance et d'un plafond de 30% par grand bassin.
moi, je consulte les personnes parce qu'il n'y a pas d'adhésion à cette orientation, je vous dirais, globalement. Les gens nous disent d'aller plus sur les compétences, la grille de sélection et toutes les compétences qu'on recherche, métier, profession, scolarité, langue, etc. Et je pose la question aux intervenants qui viennent ici sur une orientation qui irait plus sur la diversité, c'est-à-dire de s'assurer qu'on fait de la prospection partout dans le monde, justement parce qu'il y a des gens un peu partout dans le monde qui étudient le français. J'ai découvert qu'au Japon, il y a beaucoup de jeunes Japonais qui font des études en langue française. Et c'est un peu peut-être contre-intuitif, mais il y a un peu partout dans le monde des gens qui sont intéressés. En Irlande, j'ai appris qu'il y a des universités qui se spécialisent en culture française, des gens qui s'intéressent à ça. Bon, tout ça pour dire que l'orientation irait plus dans le sens de s'assurer que le ministère de l'Immigration continue ou dans la répartition de nos effectifs et de nos efforts, on s'assure d'aller chercher ces personnes francophones un peu partout dans le monde qui seraient attirées par le Québec. Que pensez-vous d'une orientation qui mettrait plus l'accent sur la diversité? Merci, M. On se rejoint dans les lignes générales. Et d'ailleurs, ce type de suggestion-là, je l'avais écrit dans le chapitre 3 de mon petit bouquin que j'avais publié l'année passée. Je suggérais effectivement de faire un recrutement sélectif, actif, auprès de pays où on retrouve de larges bassins de locuteurs francophones, compatibles avec les valeurs canadiennes et québécoises. Je pense à l'Espagne, 1 million, 2 millions de locuteurs, pas de locuteurs ou de francophiles. L'Italie, même chose. Roumanie, Bulgarie, quoique là, c'est encore une fois 1 million. Aux États-Unis, il y a 2 millions de francophones. Et presque toutes les universités américaines donnent des cours, ont un département de français ou un département de littérature française. Donc, c'est ce qui n'a pas été fait dans le passé, et puis où le bas blesse, parce que l'espace francophone est vaste. Plusieurs pays, dont ceux que j'ai nommés, constituent des bassins de recrutement. Surtout maintenant que des pays comme le Portugal, l'Espagne, la Roumanie, l'Italie ont des difficultés. Or, la population sont en général bien instruites, à toutes choses égales. Donc, dans les prochaines années, c'est là qu'il faut chercher nos francophiles et francophones de façon directe, bien orchestrée, en relation avec le ministère de Relations internationales. Et nous nous rejoignons. Sauf que je ferai valoir que c'est tellement déplorable ce qui s'est passé depuis une dizaine d'années ou plus, que là, maintenant, le temps presse et puis il faut faire des choses concrètes. Je sais que vous êtes anglophone et je vois le cœur que vous mettez à la culture et à la langue française. D'ailleurs, la plupart des meilleurs défenseurs de la langue française au Canada sont anglophones. Dans mon cas, donc, je salue vos dans initiatives. mon cas, c'est parce que toute ma scolarité a été justement dans une institution française. Oui. J'ai même fait le baccalauréat français, donc j'ai une sensibilité particulière à l'importance de la langue, autant au niveau, beaucoup à cause de l'intégration. C'est la seule façon de bien intégrer une société. Et c'est vraiment par justice aussi envers et équité envers la personne qu'on va rechercher. Il faut que la personne soit équipée pour pouvoir jouer son rôle pleinement. Et c'est le fait que je suis capable de parler français, que je suis ici, élue, etc. Donc, juste sur cette question, j'ai des chiffres intéressants sur les locuteurs francophones. Donc, à l'échelle planétaire, environ 200 millions de locuteurs du français, dont 70 millions de langue maternelle française. Donc, c'est vrai, il y a un bassin. Mais je vous dirais que le MIC a quand même, le ministère de l'Immigration, depuis ces dernières années, toujours fait des efforts. Il y a des bureaux en Europe aussi. Mais depuis l'Union européenne,
ce qu'on a constaté, ça a été beaucoup plus difficile de séduire ces personnes pour qu'ils viennent ici, contrairement aux années 50. Maintenant, il y a une conjoncture économique et on est bien conscient de ça. C'est pour ça que je trouve ça intéressant de vous entendre parler de ça. Il y en a quelques-uns qui l'ont souligné. Il y a une conjoncture qui ferait en sorte je crois aussi, je partage votre opinion, qu'on redouble nos efforts pour aller chercher et beaucoup les jeunes. Je voulais savoir si vous étiez au courant de notre programme qui s'appelle le programme de l'expérience québécoise. C'est des étudiants ou des travailleurs qualifiés qui viennent travailler ici, donc ils sont déjà en voie d'intégration. Les étudiants qui sont dans des universités francophones ou anglophones, et on peut les mettre sur une voie rapide pour avoir un certificat de sélection du Québec. Et c'est un programme qui a été mis sur pied en 2010. Parce que, vous savez, il y a un nombre record d'étudiants qui viennent étudier en Amérique du Nord. Maintenant, le Canada est en compétition avec les États-Unis. Le Québec est en compétition avec les autres provinces. Donc, il faut vraiment mettre beaucoup d'efforts pour attirer ces jeunes. Alors, personnellement, je crois que c'est une voie d'avenir intéressante parce qu'ils sont jeunes. On cherche des gens qui sont jeunes. Évidemment, ils doivent passer le test de français, mais beaucoup sont déjà, ils ont, avec la Chambre de commerce de Montréal, ils ont des opportunités, des occasions de travailler d'ailleurs, avoir des emplois qui leur permet déjà d'avancer leurs connaissances. Je voulais savoir si vous étiez au courant de ce programme. M. Pagé. Oui, Monsieur le Président. Madame la ministre, non, franchement, je ne connaissais pas les détails. J'avais lu l'entrefilet sans plus. Je reçois avec grand plaisir cette information-là. Elle rejoint une suggestion que j'avais faite il y a 2 ans aussi à votre prédécessrice, parce que beaucoup peut être fait avec les ententes institutionnelles, dont universitaires, et par ce canal-là. Voilà. Région aussi, d'ailleurs. Il y avait le... Oui. J'ai un petit peu une difficulté pour entendre. Donc, si vous pouvez aussi la voir un petit peu, Madame la ministre, ça aiderait. Oui. L'Université du Québec, à Rimouski, était ici la semaine dernière. Ils ont parlé de recrutement actif qu'ils font. Parce qu'évidemment, l'occupation du territoire, la régionalisation de l'immigration est importante. Ils réussissent bien à intégrer les immigrants parce que c'est évident, tout le monde parle français, donc l'intégration se fait rapidement. Donc, les universités sont en recrutement actif. Maintenant, on va aller sur... je pense, est-ce qu'il me reste un peu de temps? Oui, il vous reste encore. On va aller sur les volumes et ce que les employeurs nous disent. Et moi, je suis beaucoup sur le terrain, beaucoup en région aussi. Et je vous dirais que cette question de pénurie de main-d'œuvre, le chiffre de 740 000 emplois qui seront donc des départs à la retraite, et la croissance économique qui fait qu'on prévoit 740 000 emplois à combler d'ici 2014, dont 15 sera comblé, devrait être comblé par l'immigration. Moi, les employeurs me disent qu'ils le sentent vraiment, que c'est imminent, ils mettent beaucoup de pression sur nous. Ils nous disent qu'il faut aller chercher ces travailleurs. Et souvent, c'est des métiers très spécialisés. Et le ministère de l'Immigration a modifié sa grille de sélection suite à beaucoup d'échanges, évidemment, avec Emploi Québec et le milieu des employeurs, des entreprises, pour avoir, donc en 2009, et suite au rapport du vérificateur général, qui nous a recommandé de modifier notre grille. Donc, je vous dirais que la pression du milieu du développement économique des entreprises, elle est réelle. Et j'ai des témoignages des gens qui m'en parlent. Alors, les prévisions qu'on fait sont basées sur, oui, la démographie, mais c'est très à long terme, le vieillissement. Je vous dirais que c'est beaucoup les besoins de main-d'œuvre. Donc, la sélection qu'on fait, c'est toujours, d'une part, des gens qui sont scolarisés, qui seraient aptes à avoir une mobilité transversale. Et dans d'autres cas, c'est vraiment des gens qui seraient capables de combler des besoins immédiats. Alors, avec une longue liste de métiers de profession. Alors, je vous fais ce constat-là. Je ne sais pas si vous avez un commentaire par rapport. Je sais que vous parlez d'avoir des volumes moindres, mais moi, je vous dis que c'est basé sur des données que nous avons. M. Pagé? Oui, Madame la ministre, voici, il y a 2 notions très différentes. Il y a les demandes sectorielles et régionales, que je ne nie pas en aucune manière. Témiscamingue, Abitibi va témoigner après-midi. Je ne serais pas du tout étonné qu'ils demandent plus
Mais le problème, c'est que la plupart des immigrants vont sur Montréal, le Grand Montréal, et n'ont pas les qualifications dont vous parlez qui sont pointues, que pourrait requérir l'Abitibi-Témiscamingue, le secteur minier, entre autres, ou la Côte-Nord, avec le plan Nord éventuel, etc. Ceux qu'on devrait aller chercher dans les régions, et j'en ai discuté avec les gens du Témiscamingue, il y a une foule de jeunes qui sont des décrocheurs, et c'est un scandale. On est la province la pire, après, au même niveau que le Manitoba. Il faut raccrocher ces gens-là et mettre sur pied des plans d'intégration pour intégrer ces jeunes-là, qui ont 17, 18, 19, 20, 23 ans, qu'on retrouve quelques années après sous l'assistance sociale, alors qu'ils sont forts et costauds. Et je pense qu'il y a un effort là qu'il faut répéter. À l'Abitibi-Témiscamingue, j'ai fait une remarque supplémentaire. Mais j'ai dit oui, mais les Autochtones. Vous avez vu le film de Desjardins? C'est une honte. Ils peuvent travailler. C'est une question d'intégration. Donc voilà, respectons les gens d'ici dans un premier temps, les décrocheurs, les jeunes, qu'on peut orienter sur des métiers, quelque chose de concret. Quelqu'un qui décroche veut quelque chose de solide. Un métier, c'est solide. Plombier, des choses comme ça. C'est solide. Merci, Madame la ministre. Nous allons donc poursuivre du côté de l'opposition officielle. Monsieur le député de Bourget, la parole est à vous pour un bloc d'environ 20 minutes. Merci, Monsieur le Président. Je profite de l'occasion pour vous adresser un chaleureux bonjour ainsi qu'à mes collègues du gouvernement. Et bonjour, Monsieur Pagé, merci d'être là. J'ai écouté attentivement votre présentation pertinente à plusieurs égards. J'aimerais cependant revenir sur les solutions que vous étiez en train d'élaborer avec la projection des 740 000 emplois comblés d'ici 2015, voire même les 1 400 000 d'ici 2019. Ça serait quoi, de votre perspective, de votre point de vue, la solution, en dehors de l'immigration, point sur lequel on va revenir? M. Pagé. Oui, merci. Dans un premier temps, je souligne les contributions extraordinaires de l'immigration. J'ai été moi-même immigrant, dans le sens que j'aurais pu très bien vivre sur la Côte d'Ivoire, n'eût été les événements. Ceci dit, les 740 000 emplois qu'il manquerait pour les prochaines années sont des projections optimistes qui s'appuient sur une reprise économique. Or, je vous parie que si la récession en W a lieu, la déflation aux États-Unis, l'incapacité du Portugal, de l'Espagne ou de l'Italie de payer leurs dettes, on n'aura plus une croissance, on aura une deuxième récession importante. Il faut moduler ça. Et c'est ce que je lis. Je ne suis pas économiste, j'ai une formation générale, mais c'est ce que je lis dans les données. Il faut une certaine prudence. Il faut regarder ça avec un certain grain de sel. Donc, Côte-Nord, Témiscamingue, Abitibi, si la reprise ne se fait pas, ou tombe à plat en déflation aux États-Unis, leurs demandes d'emploi ne vont pas se réaliser. Donc, ce serait un peu sous fausse représentation que fait venir tant de gens de l'immigration générale pour remplir des postes qui devraient avoir lieu et qui, de toute façon, nécessiteront d'une formation pointue, alors qu'on a des décrocheurs ici, dont, parmi les jeunes, les immigrants des 10 dernières années. C'est un scandale, ça aussi, de voir tant de gangs de rue à Montréal. Je ne vais plus dans certains quartiers de Montréal. Il faut réaliser ça, il faut le dire. Je n'aime pas avoir la langue de bois. D'autre part, donc voilà pour les projections de 740. Il faut y aller avec certaine prudence, parce que ce sont des données optimistes. Or, la situation actuelle, en juin, maintenant, les dernières données, vous voyez ce qui s'est passé à la Bourse, ce qui se passe peut-être aujourd'hui à la Bourse, les dettes. Il faut regarder ça avec un certain grain de sel. Et puis, toujours les solutions, c'est raccrocher les décrocheurs, les assistés sociaux forts, qui peuvent retrouver du travail,
puis toujours sélectionner en fonction des compétences ou du potentiel d'apprentissage. Ça fera des immigrants, des néo-canadiens plus faciles à intégrer, qui sont plus heureux et qui ne tomberont pas dans certaines difficultés que nous relatent les journaux. Monsieur le député de Bourget. OK. Il y a un point que vous avez soulevé tout à l'heure. Vous privilégiez une immigration qui aurait une distance culturelle étroite, disons, parce que facilement plus intégrable. Et à cela, vous ajoutiez une immigration qui partagerait les mêmes valeurs que le Québec et le Canada. C'est sur ce point-là que je veux vous questionner. Sur quelle base, disons, mettez-vous en lien les valeurs canadiennes et les valeurs québécoises quand on parle au Canada de multiculturalisme et au Québec d'interculturalisme? Parce que, voyez-vous, une immigration hétéroclite sans aucune forme de considération de proximité culturelle, de proximité au plan des valeurs non plus, cadre parfaitement avec le multiculturalisme. On voit l'expérience britannique, néerlandaise, allemande, constat d'échec au bout d'un certain nombre d'années. Au Canada anglais, il y a certaines voix qui commencent à interpeller les politiques relativement aux dérives potentielles. C'est ce qui m'a amené en vous entendant parler de comparer ces valeurs-là. Monsieur Pagé. Monsieur le député, c'est une question sensible. On en conviendra. Et il s'agit d'un mot pour qu'il y ait dérapage, soit dans les journaux, soit ou en commission, en consultation. Je ne toucherai pas aux questions de multiculturalisme et de pluriculturalisme pour l'instant. C'est le deuxième thème dans le cahier, si on vous distribue ma contribution. Et je l'ai fait d'une façon un peu directe, sans mâcher mes mots, en me référant à certaines analyses critiques du rapport Taylor-Bouchard, dont faite par M. Taylor du pluriculturalisme, qui dit que c'est rien d'autre que du multi déguisé. Le multiculturalisme a été introduit au Canada par M. Trudeau pour mater les Canadiens français à travers le Canada. Le résultat, un des résultats, c'est formidable en tant que mais c'est une idéologie. C'est du futurisme. Lénine a fait la même chose, a voulu faire la même chose en recréant un homme nouveau à partir de l'effondrement de l'homme ancien. C'est un peu ça qu'il y a dans le multi ou dans le pluriculturalisme de M. Bouchard. Je n'en dirai pas plus parce que c'est un point sensible, mais le thème 2 porte sur ça. Je suis assez critique. Donc, le multiculturalisme a un effet. Moi qui suis si sensible à la dualité pan-canadienne, français-anglais, l'effet direct, c'est que ça a tué, littéralement, des communautés ou marginalisées, les communautés canadiennes françaises à travers tout le Canada, de l'Atlantique, hormis au Québec, bien sûr. Écoutez, en Ontario, en 1950, la population était de 7,9-8% de francophones. Par assimilation et puis par accroissement de la population par l'immigration, les francophones de l'Ontario ne sont plus que 4,1, 4% en 2006. Et c'est la même chose partout, l'assimilation. Donc, je lisais récemment, je voulais consulter le rapport économique en Colombie-Britannique, et puis j'en ai fait mention à l'ancien ministre Campbell, qui m'a eu la gentillesse de m'écrire, pour s'excuser. Leurs rapports sont écrits en hindi et ne sont pas disponibles en français, en Colombie-Britannique. Voilà un effet sur la vitalité du français au Canada. Ce qui fait que l'immigration ne peut pas discuter à vase clos, doit être discutée avec le fédéral en leur faisant valoir
que l'immigration doit être rabaissée parce que ce qu'ils font, c'est l'assimilation des Canadiens français à travers le restant du Canada. C'est ça qui se produit, c'est ça que les chiffres nous donnent. C'est une dégringolade. Donc, j'ai dépassé, à la fois esquivé votre réponse, mais je peux la préciser si vous voulez, mais c'est le cadre général que je vois. Monsieur le député de Bourget. J'ai bien saisi le fond de votre pensée. Merci beaucoup. Merci, Monsieur le Président. Bien, merci. Donc, merci, M. Pagé, de votre participation fort intéressante. Nous allons donc suspendre nos travaux pour quelques instants pour permettre au groupe suivant de prendre place. Merci.